J'ai rencontré Sophie un beau jour aux Galeries Lafayette alors qu'elle faisait une dédicace de ses œuvres. C'était une joie pour moi de rencontrer cet artiste dont j'aimais tant la sensibilité. Je suis rentrée chez moi avec un de ses tableaux des toits de Paris sous les bras. Aujourd'hui, je suis juste très honorée qu'elle ait accepté cette invitation à participer à la 3e édition du Sommet du Leadership Singulier. Née à Alès, dans le Gard, toute l'enfance de Sophie Griotto est tournée vers l'apprentissage du dessin et de toutes les techniques de peinture en fréquentant assidûment les ateliers d'art de sa ville. Son trajet artistique se poursuit dans les arts appliqués à Nîmes, puis Toulouse, où elle obtient son BTS Images de communication. Ce bagage artistique en poche, c'est à Paris, en 98, que sa carrière de dessinatrice démarre véritablement. Lors d'un stage à Publicis Paris, elle découvre le métier de storyboardeuse. Elle décide en 98 de se lancer en tant que storyboardeuse en freelance. Ce premier métier va lui permettre d'affûter son trait au service des grands noms de la mode, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Dior. Le storyboard va laisser place petit à petit à l'illustration. Dessinant pour des livres, des affiches, des campagnes publicitaires, du packaging et pour la mode, elle propose son trait au service d'un projet. Sophie Griotto est illustratrice, mais aussi artiste peintre. Pour elle, l'un ne se dissocie pas de l'autre, dans toutes ses créations. Ses illustrations se nourrissent de ses recherches personnelles de graphisme et de matière qu'elle crée en tant qu'artiste peintre. Dans son travail, c'est avant tout un ressenti, une ambiance qu'elle cherche à capter. Inspirée par l'art asiatique, elle peint la lumière et les ombres, ce qui lui permet de retranscrire une atmosphère. Aussi, elle accorde beaucoup d'importance au tissu que ses personnages portent, elle crée elle-même les motifs. D'ailleurs, c'est en travaillant les plis et la transparence de ces tissus qu'elle pose le mouvement et la féminité. Dans l'entretien qu'elle nous offre, Sophie Griotto raconte pour la première fois comment sa vie d'artiste a commencé. Comment elle a osé un jour. Elle partage aussi avec beaucoup d'humilité comment choisir la voie d'artiste. Bonjour Sophie. Bonjour Oli. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce sommet du leadership singulier. Cette année, on va parler de mindset créatif, de créativité. Donc, vraiment, moi, je suis très heureuse et puis très honorée aussi que tu fasses partie des invités, Sophie, toi qui es illustratrice, artiste peintre, voilà, qui est toujours très inspirante. Et moi, je t'ai rencontrée, d'ailleurs, j'ai eu la chance de te rencontrer un jour, je sais plus où, je crois que c'était aux Galeries Lafayette où j'ai acheté un de tes tableaux il y a déjà quelques années de ça. Donc, en tout cas, voilà, très inspirante pour moi et je suis très heureuse de pouvoir partager avec toi aujourd'hui sur ce thème, de la création, la créativité et parler un peu de ton histoire. C'est gentil, merci beaucoup. Moi, je me souviens très bien quand tu es venu aux Galeries Lafayette, effectivement. Et je te remercie de cette invitation parce que c'est toujours agréable de pouvoir partager son travail. Et puis, bon, la plupart du temps, les illustrateurs, ils sont quand même dans leur atelier, enfermés, ils bossent, ils ont la Mmh. comme on dit. Et puis, et de temps en temps, il y a des moments très sympa de partage. Ce sont les expositions et ce sont aussi effectivement ce genre voilà, c'est pouvoir partager puis les petits films comme ça, enfin les petits, voilà, ça c'est pas du tout. C'est les petites interviews où on peut parler de son travail et on peut témoigner de son expérience. Voilà, Mmh. plaisir Ouais. pour l'invitation. Ouais, je suis vraiment contente de pouvoir mettre en lumière, voilà, des personnalités comme les tiennes et puis des histoires aussi. Et en plus, là, tu nous accueilles chez toi, alors on voit derrière un peu Oui. tes créations, donc c'est trop bien. Alors, c'est ça. En fait, j'ai des murs beaucoup plus épurés, mais je me suis dit que pour le mindset créatif, j'allais me mettre derrière ma table à dessin, en fait. Donc là, vous voyez, j'ai ma table à dessin qui est ici. Donc, je suis derrière. Et je me suis dit que voir tout ce qu'il y avait, en fait, je me mets des images devant moi, mais je vous expliquerai tout ça. Enfin, ça, c'est un petit process que j'ai de création, c'est-à-dire que voilà, c'est des choses que j'emmagasine et que j'accroche. Maintenant, on a Pinterest, c'est la version technologique. Et moi, j'ai Pinterest, mais je reste encore sur cette version-là où quand il y a quelque chose qui me plaît, une photo ou alors un travail que je réalise, pour ne pas l'oublier, surtout, je l'accroche derrière, enfin devant moi plutôt. Donc je me suis dit, tiens, je vais tourner la caméra et puis l'interview pour Oli se fera dans ce sens. Ouais, c'est génial, merci de cette attention. Franchement, c'est très inspirant. Peut-être pour commencer, Sophie, j'aimerais t'inviter à nous parler un peu de comment est-ce que finalement ça s'est dessiné pour toi, cette
cette envie de devenir aujourd'hui illustratrice, artiste peintre, d'en faire ton métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire? Et comment est-ce que tu as est-ce qu'il y a eu des challenges aussi? Parce que bon, voilà, tu as du talent, mais beaucoup de monde a du talent finalement, mais en faire un métier, c'est quand même quelque chose, de différent et puis réussir à en vivre de ce métier-là, c'est encore autre chose. Voilà, comment est-ce que ça a commencé un peu ton histoire à toi avec la création, avec l'art? Alors en fait, c'est difficile de donner une date parce que je pense que enfin, j'ai eu quand même cette chance d'avoir l'impression d'avoir toujours envie de faire ça. C'est fou parce que quand j'étais enfant, tout de suite, ben, je dessinais tout le temps. À 6 ans, mes parents ont remarqué ça et ils m'ont mis dans des ateliers de dessin. Voilà, c'était mon activité du mercredi ou du samedi. Ça a commencé à 6 ans, mais chaque année, je continuais l'atelier art plastique. Et justement, où j'apprenais plein de techniques. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, je veux être artiste peintre. Donc en fait, j'ai jamais douté. Si, j'ai beaucoup douté, hein. Mmh. Alors, disons que j'étais déterminée pour y arriver, mais je doutais sur comment j'allais y arriver, Mmh. évidemment. Mais c'est Mmh. vrai que j'ai toujours voulu, et je pense que d'ailleurs toute ma scolarité a été tournée vers ça, puisque j'ai fait un bac art plastique, enfin un bac littéraire option art plastique qui s'appelait A3, Mmh. mise à niveau art appliqué, pardon, et Mmh. puis BTS art appliqué, image de communication. Donc voilà, tout était lié. Et je me suis donné tous les moyens pour arriver à être artiste peintre au début, puis petit à petit, j'ai eu envie d'être illustratrice jeunesse, et puis après illustratrice. Voilà. Donc effectivement, c'est un vrai challenge que je me suis imposé dès le début, mais évidemment avec passion. Et je dis bien passion parce que souvent on me dit c'est un don, et moi je ne crois pas du tout au don. Mmh. Euh, je pense plutôt qu'on est, non pas avec un don de dessiner ou autre chose, on est plutôt avec une passion, en aimant dessiner. On aime dessiner, donc qu'est-ce qu'on fait? On dessine, et de plus en plus on dessine, et plus on dessine, plus on apprend. Et forcément, on finit par y arriver, pour moi. En tout cas, c'est pas un don, voilà, c'est une passion. Mmh. Ouais, super, super intéressant cette distinction. En plus, dans l'audience, on a des personnes qui sont passionnées, des personnes qui sont multipassionnées. D'ailleurs, c'est aussi un challenge parfois d'avoir trop de passion. Hem, Justement, toi, quand tu disais que dès le départ, il y avait cette fibre et je sais que parmi les invités et puis d'autres personnes, aussi, des fois, on a cette fibre quand on est plus jeune, on a c'est un peu ces rêves d'enfant ou cette connexion à certaines appétences et puis certaines personnes les oublient quand même, enfin ne décident pas de suivre cette passion, de suivre cette envie, initiale. Toi, qu'est-ce qui fait que toi tu t'es accroché à ce rêve-là, à cette envie-là, à ce désir-là? Est-ce que voilà, c'est ton environnement qui t'a aidé? Et puis, je crois que quand tu étais enfant aussi, tu étais assez timide, donc comment est-ce que tu as dépassé ça? Comment est-ce que tu en as fait quelque chose, une force, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, voilà, peut-être qui ont des enfants d'ailleurs, qui ont des passions, des intérêts ou des personnes qui, voilà, sont passées à autre chose, mais peut-être auraient envie de revenir vers une passion plus originelle? Mm. En fait, effectivement, c'est vrai que, pareil, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont vu quelque chose qui m'intéressait, et ils m'ont poussé, ils m'ont accompagnée complètement dans ma passion, et ils m'ont pas mis de pression. Ma scolarité était assez moyenne, en fait, parce que j'étais déjà déterminée, parce que c'est vrai, je voulais dessiner. Et mes parents, ils ont suivi parce qu'ils se sont dit, bah, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle veut faire. Et en fait, c'est vrai, je voulais être artiste peintre, mais et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la scolarité, en fait, on est guidé, donc on ne part pas comme ça. Et puis on se rend compte qu'en fait, soit on peut faire les beaux-arts pour être artiste peintre, soit on peut faire les arts appliqués. Et les arts appliqués, c'est les arts appliqués à un métier.
Ce qui veut dire que c'est moins flippant, je veux dire, parce Ça. qu'on a un métier, on part pas artiste, peintre, ça y est, je suis artiste peintre, j'ai un diplôme d'artiste peintre. Non, là, on arrive avec un BTS d'art appliqué, communication visuelle, donc tout de suite, c'est beaucoup plus formel. Moi, ça m'a rassurée, ça a rassuré mes parents aussi. Mhm. Et je me suis dit, je vais être technicienne du dessin, en fait. Voilà. Mhm. C'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça peut faire peur à certains parents euh, de vivre de sa passion. Mais en même temps, c'est tellement chouette de se lever le matin en se disant, bon, ben, je suis illustratrice, donc je vais dessiner et ça va être mon métier. Et je dois dire aussi que mes parents étaient artistes, quand même, mais plus dans la musique, un peu dans le dessin aussi, parce que mon père créait, enfin, dessinait des maisons. Et dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Mon frère est musicien professionnel et lui, il a choisi aussi sa voie en tant qu'artiste. Donc voilà, bravo. Et genre, à mes parents, j'en profite voilà, pour rendre hommage. Et c'est vrai que moi, j'ai des enfants. Mhm. euh, si jamais ils veulent démarrer une carrière artistique, voilà, je ferai pareil, je les accompagnerai aussi parce qu'il y a moyen maintenant de vivre de son métier. Alors, c'est vrai que il faut se démarquer, c'est un Mhm. chemin qui est quand même assez long, mais ça en vaut la peine. Et pour ceux qui ont mis ça de côté, Mhm. parce que justement, ils ont eu la pression du entre guillemets, du vrai travail, enfin, voilà, de trouver vraiment Mhm. quelque chose de rassurant. Il est encore temps, mais je dirais même, voilà, de reprendre cette passion pour se faire plaisir aussi. Mhm. Mhm. Et c'est vrai que tu as raison, j'étais plutôt une fille assez timide. Et déjà, rien que de parler comme ça, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est très naturel. Je m'exprime mieux en dessin, je pense. Mhm. Et voilà, parler comme ça. Donc, ouais, je pense que j'ai été bien accompagnée. Ouais, génial. Bah, justement, merci encore du cadeau d'être là, justement, et de partager ton histoire, tout ce que tu as envie de partager, parce qu'on a besoin quand même aussi d'entendre des fois, voilà, des histoires. Ouais, merci vraiment aussi justement d'avoir accepté cette interview. Donc justement, donc tu as été accompagnée dans ce parcours très jeune, tu as commencé à faire des études dans ce domaine, tu t'es formée, mais en fait, il y a des personnes aussi qui se forment, qui dans l'art, et cetera. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, bah, justement, quand même, aujourd'hui, tu as pris une certaine notoriété, ton métier, tu en fais un vrai métier, finalement, puisque tu parlais de vrai métier tout à l'heure. Comment est-ce que tu as réussi à sortir de cet anonymat? Puisque tu disais qu'il faut réussir à se démarquer. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en plus, c'est quelque chose qui peut s'appliquer aux artistes, mais qui peut s'appliquer, je pense, en général aussi, hein, aux entrepreneurs, même à des personnes qui sont salariées. Comment on se démarque? Comment on prend sa place, en fait, pour vivre de ce qu'on aime? Justement, effectivement, quand on quitte un peu le noyau familial où tout le monde vous dit ah, tu dessines bien, Mmh. dans une classe d'art appliqué où tout le monde dessine bien, donc déjà, c'est Mmh. voilà, le premier choc en disant mais je suis pas toute seule à bien dessiner, donc il faut se démarquer. En fait, non, dans les classes, en art appliqué, il faut apprendre, il faut pas se démarquer, il faut pas se mettre en concurrence avec les élèves. Mmh. C'est plus tard, mais c'est pas le moment. Hein, faut pas, enfin, pour moi, c'était hyper important. J'aimais pas Mmh. cette et puis après, une fois qu'on a son BTS, je suis arrivée, voilà, moi, personnellement, je suis arrivée à Paris et j'étais à Toulouse. Donc, j'étais à Toulouse. Euh, je suis arrivée à Paris avec mon petit dossier et là, c'est encore pire parce qu'à Paris, voilà, ça foisonne, ça bouillonne de personnes, d'artistes hyper doués et qui savent dessiner aussi. Voilà. Alors, j'ai eu de la chance. Je le dis, j'ai travaillé, je pense. Quand même. J'ai fait des belles rencontres.
Mmh. Et du coup, les deux, et j'ai eu de la chance parce que, enfin, peut-être pas, disons qu'une chance provoquée par un culot que j'ai eu une fois dans ma vie parce que j'étais très timide et que je n'avais pas de culot. Mais Mmh. le professeur d'art appliqué nous avait dit, si vous voulez y arriver, il y a un moment où il va falloir donner de sa personne et puis y aller, voilà, rentrer dedans, quoi. Il faut. Et moi, j'étais pas du tout, très honnêtement, faite pour avoir du culot et de l'audace. Je Mmh. reprends le que tu avais marqué dans ta présentation pour le mindset. Et Mmh. en fait, et un jour, j'ai eu de l'audace. Et cette audace, c'était que, bah, arrivée à Paris, installée dans un appartement avec mon compagnon, j'ai envoyé une cinquantaine de CV et une cinquantaine de dossiers de mon travail photocopiés à des maisons d'édition puisque je voulais être illustratrice jeunesse. Et Mmh. sur les ventes, j'ai eu 20 à 30 réponses négatives et les autres, j'ai jamais reçu. Donc, ça fait mal et c'est difficile. Et là, on se dit, bon, ok, je suis à Paris, il faut que je démarre, comment je fais? Donc, aucune réponse positive. Et dans ma rue, il y avait une agence de publicité. Je passais devant à chaque fois. Et, Mmh. et à un moment, mais vraiment, j'étais au bout du rouleau. Hein, je touchais le fond de la piscine, comme on dit. Je suis rentrée dans la cour intérieure. Il était 18h, en hiver, il faisait nuit. Et dans la cour intérieure, je me suis rendu compte qu'on voyait les ordinateurs et ils bossaient en fait sur des campagnes publicitaires. Et donc, j'ai regardé à travers la fenêtre. Je suis pas sûre que ce soit un conseil que je peux donner, mais bon, j'ai vu juste qu'il travaillait sur les pansements Urgo. Et moi, j'ai trouvé que c'était génial. Urgo, mais voilà, il y a tant à faire, des petites scénettes d'illustration, enfin, je voyais des petites idées. Donc, je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas vu leurs idées, j'ai vu juste qu'ils travaillaient pour Urgo. Je suis rentrée Mmh. chez moi et là, j'ai dessiné des petites scénettes en imaginant, voilà, quelqu'un qui tombe, qui se fait mal, et un petit rebondissement, hop, Urgo. Donc, plein de petites scénettes. J'ai tout mis dans mon book. J'ai mis aussi mes dessins que je Mmh. fais depuis des années. Et je suis allée sonner directement à la porte. Mmh. Donc, ça, c'était une audace. Mais Ah la oui. chance que j'ai eue, c'est que c'est pas la secrétaire qui m'a ouvert. C'est le directeur qui passait par là dans le couloir. Mmh. Et je lui ai dit, bonjour, je voudrais être stagiaire non rémunérée dans votre agence. Et le gars, il me dit, non, on ne prend pas de stagiaires, désolé. Alors je dis, c'est dommage parce que j'ai vraiment besoin de conseils de vrais professionnels comme vous. Oui. Ça lui a plu. Il a dit, ok, ma cocotte, bon, bah, viens dans mon bureau, je vais voir, je vais regarder ton dossier, je vais te donner le conseil de vrais professionnels. Et donc, Mmh. euh, on rentre dans son bureau, grand bureau ovale de réunion, quoi. C'était pas un bureau en fait, c'était une salle de réunion. Il Mmh. regarde mes dessins. Oh, ouais, vous avez un bon coup de crayon. Et puis au bout d'un moment, il voit les Urgo, les petites scénettes. Il me dit, mais pourquoi vous avez travaillé là-dessus? Et moi, j'ai dit, bah, je trouvais que c'était intéressant comme thème. Enfin bon, je crois que j'étais vraiment en dessous de tout parce que j'aurais pu dire là, à ce moment-là, je suis désolée, je vous ai espionné, mais bon, j'ai pas eu l'audace de le faire. Mais bon, j'ai dit, je trouvais que c'était intéressant, Urgo, il y a tellement de choses à faire avec cette marque. Mmh. Et le gars a fermé mon book et il a dit, votre stage commence maintenant et nous rentrons en réunion. Ah! Ferme mon book, il appelle ses collègues et on rentre en réunion. Et là, je démarre mon stage dans une agence de publicité qui s'appelait BAM à l'époque. Et la chance, encore une fois, c'est qu'une fois arrivé là-bas, ils se sont quand même rendus compte que je dessinais tout le temps et beaucoup de femmes, j'étais tout le temps en train de dessiner. Et en fait, un des gars qui était directeur artistique là-bas, il m'a dit, si tu veux, je te fais continuer ton stage dans une autre agence de publicité parce que je suis sûre qu'ils auront besoin de toi. Et donc, en Mmh. live, je suis entrée chez Publicis Mmh. spécialisé, voilà. Une fois que je suis arrivée en tant que stagiaire, toujours non rémunérée, hein, chez Mmh. Publicis, là, j'ai donné vraiment, j'ai donné. Je me suis dit, ici, là,
tu lâches pas le morceau et puis tu dessines, tu dessines. Donc, je restais jusqu'à 11 heures du soir pour dessiner tous les refs et les storyboards qu'ils avaient à faire. Donc, c'est là que j'ai appris à dessiner les storyboards. Donc, les agences de publicité avaient besoin de films, avaient besoin de dessins, en fait, pour expliquer, image par image, Mhm. l'idée l'idée du futur film publicitaire. Ouais. Et puis, voilà, pour expliquer image par image, ils avaient besoin de storyboard, de quelqu'un qui savait dessiner image par image. Donc, c'est là que voilà, j'ai appris à dessiner vite. Il fallait que j'y aille en brainstorming, en réunion, les idées fusaient. Et moi, je dessinais en tant que stagiaire. Voilà. Et suite à Ouais. ce voilà, j'ai refusé un CDI, mais je me suis mis à mon compte en tant que Mhm. voilà. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'était un peu long, mais je pense que c'était important d'expliquer ça. C'est-à-dire que ce culot, cette audace que j'ai eue une fois à payer, et puis m'a propulsée dans un milieu déjà que je ne connaissais pas, très parisien, très pub, très mode, alors qu'au départ, je voulais être illustratrice jeunesse. Mhm. Et ça m'a plu tout de suite parce que j'étais tellement extérieure à ça, j'étais tellement pas parisienne que j'arrivais à dessiner les parisiennes parce que je ne l'étais pas. Voilà, c'était hyper important pour moi de. Voilà, Mhm. je raconte ça maintenant, longtemps je ne l'ai pas raconté. Enfin, pendant longtemps, je me suis dit, bah non, tu ne vas pas raconter comment tu es arrivée dans le milieu. Bah si, en fait, parce que c'est voilà, important de le savoir. Et il y a un Ah oui. moment. Ouais, c'est super inspirant pour nous en tout cas parce que c'est vrai que ouais, c'est vrai que ce moment d'audace, il est génial et vraiment, merci, tu nous as ramenés dans la salle. Moi, je te voyais dans le bureau en train de parler, à ce directeur quand tu nous en parlais et c'est vrai qu'il y a des moments, comme tu le dis, où il faut y aller et c'est hyper encourageant ce que tu dis et puis c'est aussi en même temps de ouais, de faire des sortes de sacrifices aussi au début, vraiment de se donner. Tu disais: «Voilà, je me suis donnée», tu as tout donné, tu as tout lâché et en même temps, c'est ça qui t'a donné la confiance, en fait, je pense que tu as gardé par la suite, quoi. De Je ne sais pas si j'ai gardé la confiance, en tout cas, j'ai attrapé un fil et je l'ai tiré parce que, en Mmh. fait, une fois qu'on a de la chance, c'est vrai, moi je mets ça sur le compte de la chance. Bon, du travail aussi parce que j'ai beaucoup travaillé, mais quand même la rencontre. Une fois qu'on rencontre et qu'on a de la chance, c'est là qu'il faut euh, se donner les moyens. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, tu as provoqué quand même cette chance, tu l'as provoquée. Ça se provoque Oui, quand même la chance. Ouais et donc ouais, donc c'est une super belle histoire et ensuite, du coup, comment parce que voilà, donc tu es entrée dans tu as fait ces stages, tu as découvert ce milieu parisien, tu as commencé à trouver peut-être un peu ton style aussi ou en tout cas peut-être les thèmes qui t'ont intéressée. Mais de là à te faire un nom, il y a quand même peut-être un pas oui. entre les 2 quand même. Il y a quand même, ouais, parce qu'il y a des personnes qui font des stages, et qui vont pas forcément réussir à percer dans le Mais milieu, oui, enfin, je sais pas. c'est Même vrai, si j'ai tu connais raconté la première étape. Comme c'est un peu long, je me suis arrêtée. Je dis ce que je suis en train de dire. Ça, c'était juste la première étape pour arriver dans le milieu. Et après, ouais, c'est il y très a important. Ouais. la deuxième étape. Et la deuxième étape, ben, c'est que au départ, voilà, j'étais dessinatrice publicitaire, en fait. Mais moi, je voulais être illustratrice. Mais Mmh. petit à petit, comme je dessinais, parce que c'était quand même. Mes clients étaient publicistes et BWA, ce sont des grandes agences de publicité et qui travaillaient pour Vuitton, Dior, L'Oréal. Et du coup, moi, je dessinais pour voilà, les personnes qui voyaient mon travail de storyboardeuse. C'était Mmh. les directrices de Dior, de Vuitton. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y avait des directeurs artistiques qui disaient, mais moi, je veux pas que ça devienne un film. Je veux que ça soit une campagne publicitaire dessinée. Voilà. Et donc, petit à petit, mon trait était remarqué. Et c'est comme ça, par exemple, j'ai travaillé enfin, ça a été le début de tout, ça aussi, c'était la campagne publicitaire Swatch Mmh en mh. 2006, 2008, un truc comme ça. Au départ, j'avais fait des refs pour Swatch. Les refs, c'est pareil, c'est comme les storyboards, ça finit à la poubelle. D'accord, Ils d'accord. font juste des supports pour après être un shooting avec une nana, un mannequin. Euh, et j'avais fait des refs pour Swatch.
Et quand les directeurs artistiques de Swatch avaient vu mes dessins, ils ont décidé d'en faire vraiment une, euh, une campagne publicitaire avec mes dessins. Surtout que Swatch, c'était international. Donc, en fait, mes dessins, la campagne publicitaire dessinée, illustrée, s'est retrouvée au Japon, aux États-Unis. Et donc, me faire un nom international où des gens me suivaient, c'était au départ sur Facebook. Et, euh, et, et suite à ça, donc j'ai fait beaucoup voilà, d'autres campagnes publicitaires, des livres, des éditions aussi, beaucoup de livres pour voilà, des auteurs reconnus. Et puis Taschen, les éditions Taschen, parce ils voulaient me faire figurer parmi les 100 illustrateurs mondiaux. Voilà, ça c'est c'était c'était vraiment super pour moi, voilà. Donc du coup, recueil pareil de Taschen assez international et voilà, ça s'est fait comme ça. Moi, ce que je trouve touchant aussi dans ce que tu nous partages, et parce que je sais hein, que dans l'audience, il y a des personnes qui se sentent parfois un peu timides, un peu qui se disent, voilà, moi, effectivement, je sais faire ça, mais je ne saurais jamais, entre guillemets, vendre mon travail ou vendre des choses, ou voilà, dans la relation, c'est pas forcément facile, et en même temps, j'ai envie. Et je trouve que ce que tu nous partages aussi, ça montre vraiment que bah, déjà, des fois, on peut avoir des élans et y aller quand même quand on veut vraiment. Et puis en même temps, que c'est pas un frein, en fait. C'est pas un frein enfin, ça peut être un frein, un obstacle, mais c'est pas impossible, en fait, finalement, voilà, de faire carrière, de travailler au niveau international, de développer ses projets, même si au départ, on peut être un peu plus introverti ou timide, enfin, on met le mot qu'on veut. Moi, je trouve que c'est un super beau témoignage, en tout cas. Je sais pas si tu as envie de rajouter des encouragements là-dessus pour les personnes qui pourraient se reconnaître, en fait, dans ta personnalité ou dans ce que tu fais. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que moi, au départ, je n'étais pas du tout, voilà, j'étais pleine de doutes. J'étais remplie de doutes, je ne savais pas du tout comment j'allais y arriver. Et il y a quelque chose que j'ai toujours fait, c'est que j'ai semé. Mmh. Voilà, essayer de semer, c'est-à-dire montrer son travail, même si c'est pas facile, parce que c'est vrai que les artistes ont du mal, en fait, à montrer leur travail. Mmh. Et il faut trouver des moyens pour le faire. S'imaginer des commandes idéales, peut-être une bonne expérience pour après pouvoir montrer son dossier. C'est-à-dire, imaginer par exemple, toi, artiste qui débute et qui se lance, Mmh. euh, comment tu imagines ta commande idéale? Et ça, c'est Mmh. quelque chose que je me suis faite à moi-même. Donc, je me suis fait un book dans ce sens-là. J'imagine travailler pour un tel et du coup, voilà, je me suis fait des contraintes, un brief et j'ai travaillé pour un tel, même si j'ai jamais travaillé pour lui, mais j'ai fait comme si. Mmh. Comme j'aime cette marque ou cette personne-là ou cette édition, eh bien, ça correspond à ce que je veux faire. Voilà. Mmh. Ouais. Donc, se faire voilà, un book de commande idéale peut être, et surtout garder confiance, rester positif, euh, effectivement montrer son travail et puis après ne pas non plus trop, je sais pas comment dire. Moi, j'aurais pas insisté par exemple si si la secrétaire m'avait ouvert la porte et m'avait dit non, on prend pas de stagiaire. Bon, c'est vrai Mmh. que j'aurais pas insisté, il faut pas non plus insister. Il faut pas être trop rentre dedans. J'espère que c'est pas voilà, ce que je renvoie. Euh, il Mmh. faut aussi, voilà, moi j'ai un agent artistique qui travaille pour moi. J'aime pas parler d'argent, donc c'est pour ça que j'ai pris un agent artistique qui Mmh. s'occupe d'autres choses aussi. Et c'est aussi, oui, s'entourer, c'est important parce que le travail d'équipe aussi, il faut pas être tout seul voilà, la plupart du temps. Mais en tout cas, j'encourage voilà, à semer.
à montrer, à aller chercher de temps Mmh. en temps. À envoyer, mais ça m'arrive encore, hein. Moi, j'envoie dernièrement, j'ai envoyé mon dossier à une marque de produits que j'aime beaucoup, bio, enfin bon. Et je voulais travailler pour eux, bah, j'ai Ouais. essayé de trouver le nom de la directrice artistique et je lui ai écrit. Et j'ai pas eu de réponse. Mmh. Ouais, Mais j'ai semé. Moi, j'appelle ça semer. Voilà, j'ai semé, puis on verra. Peut-être que dans 6 mois, elle se rappellera de moi, ou peut-être que ça ne lui convient pas. Mais si j'en fais, bah, enfin, voilà, quand on débute, on peut semer 10 fois dans la semaine. mmh. Ouais. À un moment, quand je dis semer, ça veut dire qu'on envoie des petites graines. Il y en a forcément une qui va pousser. Mmh. Ouais, c'est super inspirant. Donc ouais, effectivement, semer, je trouve aussi que quand tu parles de ce book, avec la commande idéale, c'est aussi quelque part aussi de vraiment de se challenger, d'augmenter un peu le niveau et d'aller un peu vers sa meilleure proposition, quoi. Donc ça, je trouve Exact. que c'est hyper inspirant aussi de voilà, d'essayer d'élever le niveau, qu'on peut avoir, même si on est encore tout seul, même si on n'est pas encore dans le bon cadre. Et puis créer ce cadre dont tu parles, d'avoir un agent, ouais, je trouve que tout ça, c'est super, super inspirant et c'est des bonnes pistes pour nous. Et Hem, je rajouterais aussi quand même les réseaux sociaux parce que ouais. aujourd'hui, c'est tellement un outil important. Euh, Mmh. voilà, il y a quelques années, tout arrivait par. On appelait mon agent et on proposait des commandes. Et aujourd'hui, ça peut arriver par Instagram. La plupart des projets arrivent par Instagram, par exemple. Donc, je ne peux que conseiller les réseaux sociaux parce que assez rapidement, Instagram, on voit voilà, les neufs, le feed. Mmh. Et on a vraiment une proposition de ce qu'on sait faire. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que parfois aussi les artistes, les entrepreneurs, ont un peu cette, peur, pas peur, mais cette appréhension à se rendre visible justement ou à aller sur les réseaux sociaux, voilà, ça enfin, les personnes qui sont très à l'aise pour ça, il y en a qui sont pas du tout à l'aise pour ça, qui ont pas du tout envie d'aller sur ce type de médias. C'est clair que c'est important et que c'est nécessaire. Est-ce que toi, tu as un conseil là-dessus de se dire, enfin, pourquoi c'est si important et comment dépasser peut-être aussi une forme de peut-être de timidité aussi à ce niveau-là finalement de j'ai pas forcément envie de montrer mon travail ou j'ai pas forcément envie de me montrer ou de montrer qui je suis ou tiens, il y a des personnes, c'est juste je vais juste montrer mon travail mais je vais pas du tout parler de moi. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Euh, alors, pour moi, Instagram, il ne faut pas se mettre la pression parce que les algorithmes ou alors l'attitude où on se dit oh merde, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Donc ça, il faut oublier, tant pis pour les algorithmes. C'est vrai que quand on poste pas de 2 semaines, l'algorithme ne tient pas compte de votre dernier post. Enfin bon, on s'en fiche de ça. Pour moi, c'est juste, enfin, encore une fois, semer Mmh. ses illusions. On n'est pas obligé de se montrer. Moi, c'est assez rare quand je me montre. Mais par contre, montrer son travail comme un book, comme Mmh. un portfolio. En fait, l'Instagram, il faut s'en servir comme portfolio. Ce qui est Mmh. important, c'est les petits hashtags. Voilà. Les Mmh. hashtags, là, on est encore sur des petites graines. Euh, Mmh. parce qu'il y a des gens qui vont, par exemple, suivre quelqu'un qui fait, par exemple, qui se lance dans l'illustration pour les fleurs. Voilà, s'il fait le hashtag peinture fleurs, il va forcément intéresser quelqu'un qui suit le hashtag Mmh. Mmh. peinture fleurs. Et c'est là que ça devient intéressant, les regroupements. Voilà. Mmh. Non, moi, je trouve que c'est bien. Et puis, évidemment, voilà, on ne va pas montrer sa vie, Mmh. euh, pas montrer son visage, il n'y a aucun souci là-dessus, mais Mmh. Mmh. des gens sont intéressés, ceux qui viennent voir votre page Instagram,
c'est des gens qui sont intéressés par l'art. Mmh. Ouais. On parle beaucoup, ouais, Oui, non, on c'est parle vrai. beaucoup d'art. Je voulais aussi te demander, alors il y a 2 choses. D'un côté, il y a effectivement les personnes qui sont là, qui sont artistes ou qui ont, voilà, des envies. Comment est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur dire, pour, justement affiner leur style, trouver leur, parler, hein, depuis le début de se devenir visible, devenir, voilà, sortir un peu du lot, hein, comment est-ce que qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour trouver son style? Que ce soit artistiquement ou même peut-être, dans la vie, en fait, j'ai l'impression, hein, finalement dans son travail. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus par rapport peut-être à toi? Et et puis aussi sur la créativité, bah, voilà, comment est-ce qu'on se lance en fait quand on se sent pas créatif? Parce qu'il y a plein de gens aussi qui se disent: «Je suis pas créatif». Alors au-delà de l'artistique ou de l'art, mais voilà, j'ai pas de créativité. Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ces points? Alors déjà, moi, je pense que tout le monde est créatif quelque part, parce que le créatif, c'est pas comme, c'est justement, c'est pareil pour le don. On ne naît pas avec un don, on ne naît pas créatif. On devient créatif parce que c'est comme un muscle qu'on va travailler et, Mmh. et on va mettre du temps en plus à le faire. Enfin, on peut, euh, mais comment dire, moi, je sais que comment j'ai trouvé mon style et comment j'ai réussi à trouver de la créativité dans mon travail, ben, c'est pas en me mettant devant une table à dessin et en implorant les dieux de la création, quoi. Voilà. C'est en allant chercher et en provoquant. Et en Mmh. fait, depuis que je suis ado, je fais des boîtes d'inspiration. Ce sont des boîtes à chaussures, hein, c'est tout con, mais maintenant c'est plus des boîtes à chaussures, c'est des boîtes, c'est des plus grosses boîtes. Et je remarquais qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient. J'observe beaucoup, donc quand j'étais dans le métro à Paris, je pouvais tomber sur voilà, un personnage qui se tenait d'une manière à la barre, d'une manière un peu, enfin, assez intéressante, et du coup je pouvais vite crayonner le personnage pour le garder. Puis après, ce dessin partait dans je sais plus où, ou alors ça m'est arrivé à La Rochelle, il y a le port, et puis il y a un petit magasin de sardines, et il montre, tu vas te demander, mais où elle va là? Non. Euh, il y a une vitrine et il y a toutes les boîtes de sardines de toutes les couleurs, des jeux. Et je passe devant cette vitrine et je vois des sardines, des boîtes de sardines kaki, vert kaki et rose. Et je me dis, waouh, ça va super bien ensemble. J'ai pris une photo de ce kaki et de ce rose. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma peinture et j'ai essayé, j'ai fait plein de petits essais avec du kaki et du rose. Le kaki, c'est plutôt militaire, le rose, c'est plutôt Barbie. Les deux ensemble, ça fait un truc génial parce qu'en fait, on casse les deux codes. Et Mmh. comment on fait pour utiliser le rose sans tomber dans la niaiserie? On met du kaki. Voilà. Mmh. Et alors ça, c'est une petite idée, mais cette idée-là, au lieu de la laisser partir, je l'enferme dans ma boîte à inspiration. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, je vois une photo, je suis dans mon jardin, je vois une belle fleur, voilà. Je, je garde et je mets dans ma boîte d'inspiration. Et le jour où je dois créer, j'ai une commande ou que j'ai une feuille blanche, j'ouvre mes boîtes d'inspiration, il y a des choses qui me viennent. Voilà. Mais si on ne les garde pas, ces petites idées, on ne sait plus où les retrouver. Donc il faut absolument les recaser. Alors quand je parle de boîte d'inspiration, ça peut être aussi des dossiers sur l'ordinateur, hein. J'ai aussi des tas de dossiers où j'ai marqué boîte d'inspiration. Donc Mmh. je démarre une boîte d'inspiration. Et Mmh. là, je rebondis sur la première question, Oli, c'était comment trouver son style. Oui, tout à fait. Son style, il arrive justement en travaillant et en, en testant, en cherchant, en y allant, quoi. Euh, un peu décomplexé, on y va, et justement, on ouvre ces boîtes d'inspiration. C'est pour ça que j'ai commencé par les boîtes d'inspiration. Ouais, Et ouais. petit à petit,
quand il y a quelque chose, quand il y a une trouvaille qui nous plaît, qui nous parle, on la punaise devant soi. Voilà. Et ce qui est important, c'est que à la fin, on ait un board qui nous représente. Mais en fait, c'est la mémoire le plus important. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais je n'ai pas de mémoire, c'est terrible. Il me faut absolument des choses devant les yeux. Voilà. C'est pour ça que c'est ce bordel derrière, là. Et ça change tout le temps, ça évolue. Et encore, je ne te montre pas le mur d'en face, c'est pire. Ouais. Voilà. Donc, en fait, j'accroche, parce qu'au moment où je me mets à ma table à dessin, la plupart du temps, voilà, l'inspiration, elle n'arrive pas comme ça, quoi. Elle arrive. J'ai accroché depuis des années des choses qui vont me dire, ça, c'est toi. Ça te correspond. Voilà. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, c'est mon process. Voilà, je ne vais pas vous dire faites ça absolument. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez, et certainement les personnes ont d'autres méthodes originales et très intéressantes. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours fait cette espèce de ces boîtes d'inspiration et cet accrochage anarchique derrière moi, mais qui le paraît, mais qui n'est pas tant que ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut trouver son style. Il me semble aussi, voilà, en se lançant, en emmagasinant des idées. Et puis après, une fois qu'on est... là, je travaille, je parle pour des artistes, mais ça peut le faire, je pense aussi, pour des gens qui sont dans une autre profession, par exemple, soit des musiciens ou même, pourquoi pas, quelqu'un qui serait dans la déco, dans le... Je pense oui, que ce process, il peut vraiment inspirer même des entrepreneurs, en fait, tout simplement, parce que même si on n'est pas dans quelque chose de très visuel, on est quand même dans l'idéation. Donc, les idées de, tiens, je voudrais faire ça comme ça, tiens, je voudrais créer ce nouvel événement, tiens, je voudrais parler comme ça à mes clients, tiens, je voudrais... Enfin, ça reste quand même des idées, même si c'est parfois moins visuel que toi, ce que tu fais. Et en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de me dire effectivement, en fait, parce qu'on est en fait sur le sommet du leadership singulier, et en fait, cette singularité aussi, finalement, qu'on essaye de trouver et de partager, elle vient effectivement de ce qui nous touche, en fait. Ce que tu dis, c'est toi ce qui t'attire, ce qui te touche, ta curiosité, ton ouverture au monde, et de réussir à capter ça et de le repartager avec ta forme, ton style, ton outil à toi qui est le dessin. Mais les entrepreneurs ou les autres artistes peuvent faire la même chose, en fait. Je me dis, en tout cas, moi, ça m'inspire dans ce sens-là. Je sais pas ce que tu en penses. oui, mais tout à fait. Surtout que les entrepreneurs ont des contraintes. Et je pense que c'est en ayant des contraintes, enfin, moi, j'adore avoir des contraintes, par exemple, un brief d'illustration. Euh, Parce qu'en fait, si on a trop carte blanche, ça m'arrive de temps en temps, je suis super contente, j'ai carte blanche, mais là, je commence à papillonner dans tous les sens. Et voilà, c'est un boulot monstre, en fait, d'avoir une carte blanche, et puis on ne sait pas où on va, donc je teste tout, et ça prend des plans. Enfin. Mais avoir des contraintes, en fait, ça évite la paralysie. Et je pense que les entrepreneurs vont s'adapter à une contrainte. Et l'adaptation, c'est de la création, c'est de la créativité, s'adapter, en fait. Ça me fait penser à un film, le film Apollo 13, où à un moment, il y a un problème avec la station spatiale et il faut que les chercheurs trouvent à faire rentrer un rond dans un carré. Enfin, je ne sais plus, ce film-là. Et les chercheurs ont réussi en fait à faire rentrer un rond dans un carré, ou peut-être le contraire, je ne sais plus. Et en équipe en plus, et ils ont été créatifs et ils sont arrivés. Et c'est une histoire vraie en plus. Après, bon, j'ai pas tous les éléments. Mais la création se fait sur des contraintes. Je trouve que c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je pense qu'il faut même se mettre des limites pour ça.
hein, pour les artistes, ou avant de se mettre à son bureau. Il faut se fixer des limites, ça peut être des limites de couleur, voilà, partir que sur du bleu ou du noir et blanc, ça peut être des limites de temps aussi. Avoir une limite de temps, c'est assez stimulant. Mhm. Je pense que c'est un challenge intéressant qui peut stimuler la création. Une limite de format, on s'adapte de toute façon. Mhm. Avant, moi, je rêvais de faire des grands formats, voilà, de 10 mètres, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je suis debout sur ma page et je déroule des papiers, des rouleaux de 10 mètres. Mais avant, j'habitais dans enfin, une toute petite maison qui ne me permettait pas, voilà, de dérouler. Et j'avais une exposition à préparer. Et du coup, je me suis mis, comme je ne pouvais pas faire ce grand format, ben, j'ai fait plein de petits formats. Des petits Mhm. formats accrochés les uns aux autres. Et ça a donné une fresque qui était hyper grande au final. J'ai réussi à faire ce que je voulais, mais parce que la contrainte de ne pas avoir de place m'a permis finalement d'avoir une surface quand même. Et finalement, c'est l'originalité, parce que les personnes se sont dit, tiens, bah, c'est original d'avoir accroché ces dessins, mais presque collés avec des petites pincettes. Enfin, ça donnait l'originalité. Mhm. Au départ, je ne pouvais pas faire des grands formats. Mhm. Donc, oui, je pense que l'adaptation, ouais, les contraintes, c'est pour les professionnels, pour les entrepreneurs, euh, finalement, ça permet d'être créatif. Et puis aussi l'équipe, travailler Mhm. en équipe, ça c'est quand même quelque chose qui est important et qui est stimulant. Mm. Mhm. Du coup, je voudrais aussi te proposer de parler d'un autre sujet. On va aller sur un autre champ parce que, en fait, cette créativité ou cette inspiration, ben, tu la trouves, comme tu disais, dans ce que tu vois, dans ce que avec ta curiosité, ton intérêt, ton goût pour plein de choses. Et je sais aussi que ben, prochainement, tu vas bientôt aller voyager parce que le voyage aussi fait partie hein, des sources d'inspiration. euh, Aussi le mouvement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu t'intéresses beaucoup au mouvement. Donc, est-ce que tu peux nous parler effectivement de ce que tu vas faire prochainement et en quoi ce voyage est aussi quelque part quelque chose qui nourrit ta pratique? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de nous partager en fait sur ce sujet-là? Euh, En fait, je travaille beaucoup effectivement sur le mouvement, notamment de la danse. Et c'est suite à un voyage que j'avais fait quand j'avais 18 ans au Sénégal, que j'ai démarré ce travail sur le mouvement parce que j'ai découvert la danse africaine dans ce voyage et ça m'a parlé tout de suite parce que c'est de la danse qui est assez terrienne en fait. Enfin, on est vraiment euh, les pieds, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas d'élégance, il y a une certaine élégance, disons, mais c'est très ancré. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça Mmh. qui m'a beaucoup Mmh. parlé. Mmh. Euh, et je me suis mis à dessiner. Quand j'étais à Paris, je suis allée voir la danse africaine, je me mettais dans un cours et je dessinais les personnages. Puis quand je suis revenue, donc installée à Montpellier, j'ai pris des cours de danse africaine. Mmh. Ça fait maintenant pas mal d'années que j'en fais, mais ça me permet de comprendre le mouvement pour le dessiner. Voilà, donc j'ai continué Et du coup, je me suis passionnée Déjà, j'étais très passionnée par l'Afrique, puisque mon premier voyage au Sénégal m'avait vraiment inspirée. Et je dessinais beaucoup les motifs africains. Je faisais des vraies trouvailles de wax avec voilà, des tissus que je touchais, avec je récupérais, je suis revenue avec plein de tissus et puis voilà, toute l'inspiration de l'Afrique voilà, et des Africains, de l'atmosphère qui règne là-bas. Mmh. Et jamais revenue. Et donc là, en fait, mon voyage, c'est au Togo Mmh. en avril. Et c'est un voyage autour, pareil, de la découverte. Et aussi, je vais pouvoir faire
des carnets de voyage, ça c'est super, mais Mmh. aussi de la danse africaine et contemporaine. Voilà. Donc, et cette fois-ci, avec les habitants, les Africains qui ont vraiment ça en eux, quoi. Voilà. Mmh. Donc, alors, c'est un voyage personnel que je fais avec mes copines de la danse, hein, mais je sais que professionnellement, ça va m'apporter beaucoup. C'est tellement enrichissant. Et Mmh. voilà, donc certainement que ça va m'apporter aussi dans mon travail sur le mouvement, essayer de capter ce mouvement-là de danse. Euh, Mmh. Mmh. et, voilà, c'est hyper important pour moi. J'ai hâte. Ouais, c'est génial, ça va être, bah, je pense que ça va être, ouais, ça en tout cas, ça te donne envie. Ça te Et donne aussi la végétation et la nature, parce qu'au Togo, il paraît qu'il y a vraiment beaucoup de végétation, de nature, de terre rouge. Enfin voilà, ouais. Et comme la végétation, ça m'intéresse beaucoup. Enfin voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la fleur, sur la feuille, les nervures de la feuille. Oui, non, franchement, ça sera complet. Très bien. Du coup, Sophie, on va bientôt arriver à la fin de cet entretien. Je te laisse, peut-être, voilà, si tu as encore des choses que tu as envie de partager à l'audience, si tu as encore des messages, un message, un encouragement que tu as envie de dire en conclusion. Moi, je mettrai bien sûr, sous la vidéo, les liens pour, voilà, te contacter, découvrir ton travail, notamment sur Instagram puisque tu en parlais. Voilà, pour aller plus loin et puis si on a envie aussi d'acheter des œuvres que tu réalises, je mettrai bien sûr tout ça. Mais voilà, je te laisse un peu, conclure sur, ton mot de la fin et puis si tu as envie de nous inviter à quelque chose, une actu ou autre, je te laisse aussi, bien sûr l'opportunité d'en parler. D'accord. Bah, tout simplement, voilà, c'est d'inviter voilà, les personnes à dessiner déjà, à reprendre un pinceau et même les personnes qui dessinent déjà. En fait, c'est de tester et de tenter. Le mot tester, tenter, il faut pas que en fait, non, il faut pas que ça, faut pas qu'on soit paralysé par la feuille blanche et par le dessin en disant je ne suis pas créatif, je ne sais pas dessiner ou je ne sais pas faire. Voilà. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de faire de la musique, par exemple. Il faut vraiment savoir faire de la musique. Parce Mmh. qu'on ne peut pas prendre une guitare et... Mais le dessin, on peut se lâcher et ça fait du bien, en fait. C'est une espèce de lâcher prise. Et surtout, on va créer des accidents. Et les accidents sont intéressants parce que ça, c'est justement essayer de faire quelque chose avec un accident de l'encre. Par exemple, c'est pour ça que j'aime l'encre. C'est spontané, puis d'un seul coup, je ne maîtrise pas tout et de temps en temps, j'ai des accidents. Ça, c'est créatif. C'est vraiment, on peut essayer de rebondir grâce à cet accident. Donc, il faut y aller, il faut se décomplexer sur le dessin si vous avez envie de tenter. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et je dis ça, pourquoi? Parce que justement, les accidents et les traits nerveux, les traits, euh, les personnages un peu déstructurés sont intéressants et c'est pas grave si c'est mal dessiné, mais c'est quelque chose qui est projeté de vous-même. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui m'a bien fait peur l'année dernière parce qu'on a eu tous les illustrateurs, les storyboarders, on s'est tous appelés parce qu'on a eu un moment où il n'y avait plus de commandes, ça a été un peu compliqué. Et en fait, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle dessinait à notre place, réalisait des storyboards, réalisait des illustrations. Et il y a eu un moment de flottement en 2023. Et en fait, c'est en train de revenir, donc les commandes d'illustration, tout ça. Parce qu'en fait, en 2023, les agents de publicité ou les personnes qui avaient besoin d'illustration ont fait des commandes à l'intelligence artificielle, mais se sont rendus compte qu'en fait, ça manquait de poésie, d'accident. Vous voyez, ces accidents que l'on crée, nous, voilà, des choses qui ne sont pas parfaites. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas la faire. Et quel est l'intérêt d'une image réalisée magnifiquement par l'intelligence artificielle, totalement parfaite, s'il n'y a pas la saveur de l'accident, du petit
du petit trait un peu fébrile. Voilà. Donc en fait, les illustrations, là, j'ai eu un storyboard à faire dernièrement où ils m'ont envoyé le storyboard réalisé par l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit, c'est tellement froid qu'on voudrait que tu reprennes cette, exactement ça, mais avec ton filtre. Voilà. Mmh. Ou, je pense que c'est plutôt rassurant pour la suite. Je voulais voilà, finir sur ce truc positif. Et j'ai marqué le filtre. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. J'ai oublié de dire. Il faut créer son propre filtre, en fait. Voilà. Et avec des accidents, évidemment. Voilà, son filtre Instagram, voilà, son propre filtre. Voilà. Mmh. Essayer de voir, par exemple, un paysage, mais de notre manière. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, peut-être qu'il faut s'en aider, je ne sais pas encore un peu. Je ne veux pas être réfractaire totalement parce que ça arrive là et que je sais qu'à un moment, comme la tablette graphique, je vais la prendre en route. Je ne sais pas comment. Euh, mais je reste positive sur ce genre d'événement. Et je te remercie, Oli, encore pour cette invitation. Ça m'a permis de... Oui, c'est la première fois vraiment que je me livre comme ça sur mon travail, sur mon process euh, de création. Ça me fait plaisir de le partager. Merci beaucoup à toi, Sophie. Et en fait, j'ai l'impression que tu aurais encore énormément de choses à partager. En fait, on doit s'arrêter là. Donc, en tout cas, merci beaucoup de ouais, la générosité avec laquelle tu as partagé ton histoire et tes processus. Et j'espère que ça pourra encourager toutes les personnes qui vont nous voir à créer, à oser, à se lancer, à avancer, à travailler, à proposer, à tester, voilà, créer son filtre. Ouais, Donc, merci infiniment à toi. merci.